Je remercie un petit peu les organisateurs de cet après-midi de m'avoir invité au milieu de ce milieu chirurgical. Vous voulez faire de la chip, avant de faire de la chip, il faut anesthésier. Donc c'est normal que les anesthésistes commencent. Bien sûr, avant de commencer, je déclare que je n'ai aucun conflit d'intérêt et surtout que je n'ai aucun conflit avec mes amis chirurgiens. Donc, pourquoi parler de la carcinose péritonéale? Parce qu'il y a quelques années, la carcinose péritonéale, la prise en charge de la carcinose péritonéale, c'était surtout du super palliatif. Les survies étaient vraiment très basses. Elles dépassaient rarement 6 à 10 mois pour la majorité des malades. Heureusement, maintenant, avec l'amélioration de la prise en charge chirurgicale et l'avènement de la chip, on peut maintenant avoir des survies, comme ça a été dit juste précédemment, arrivant jusqu'à 15 ans. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'au moins 50% des patients peuvent avoir une survie qui dépasse les 5 ans. Bien sûr, c'est une chirurgie qui est grevée d'une morbimortalité qui est importante, même dans les équipes les plus entraînées, puisqu'on a des mortalités qui peuvent atteindre 2% et des morbidités, des complications à 30%. Pour réussir cette aventure, bien sûr, il faut une prise en charge multidisciplinaire et surtout, ce qui est important, c'est vraiment une bonne sélection des patients. Car, comme on va le voir, quel est le principe général un petit peu de cette chip? Il faut d'abord, bien sûr, évaluer l'étendue de cette carcinose qui se fait soit radiologiquement avant, mais sinon, pour avoir la précision, c'est par la laparoscopie. On fait un look pour vraiment mesurer un petit peu l'étendue de la carcinose. Une fois qu'on a fait l'étendue et que le patient est éligible chirurgicalement, on fait notre résection des lésions macroscopiques, c'est la cytoréduction. Bien sûr, ensuite, après avoir enlevé tout ce qui est macroscopique, c'est, je dirais, une résection microscopique qui se fait à l'aide de la chimiothérapie intrapéritonéale. Et pour qu'elle soit efficace, il faut qu'il y ait un bain qui soit chaud, hyperthermique, pour pouvoir avoir une synergie pour tuer ces cellules cancéreuses. Bien sûr, le chirurgien revient après avoir enlevé un petit peu toute cette chimiothérapie pour s'assurer qu'il n'y a pas des lésions dont la viabilité est compromise. Et là, bien sûr, un petit revers croisé. Si le chirurgien a laissé quelque chose en dehors du cœur qui vit, et si le malade est encore vivant et que le chirurgien a laissé notre malade vivant, l'anesthésiste va pouvoir faire son boulot et réveiller le malade. Voilà à quoi ressemble donc la chip une fois qu'on a fait notre résection. Bien sûr, ça c'est une chimiothérapie à ventre ouvert. Donc ça a été dit tout à l'heure, il y a des tuyaux d'entrée, de sortie avec une pompe et un réchauffeur qui permet un petit peu de gérer cette chimiothérapie. Pourquoi en parler aussi? Parce que depuis quelques années que ça existe, puisque les premiers cas ont été décrits depuis le début des années 80. Quand on fait anesthésia, cytoréductive chirurgie et hyperthermique intrapéritonéale chémothérapie, on ne trouve pas plus de 30 articles. Et en plus, il n'y a pas de consensus. Et on voit que les premiers articles concernant l'anesthésie et la chip commencent déjà en 1992-93. Et que, il y a quelques cas, il y a quelques séries de quand même de 2000 malades aux États-Unis, l'équipe de Sugar Baker. Mais sinon, il y a vraiment très peu d'articles. Donc c'est vraiment chaque équipe qui essaie de développer un petit peu son expertise. Bon, désolé, mais je pense qu'il y a eu un petit cafouillage lié aux aléas du vidéoprojecteur. Donc, quand on fait de la chirurgie de cytoréduction et de la chip, pour l'anesthésiste, il y a essentiellement 3 problèmes. Le problème lié au terrain, et on va voir que c'est important, lié à l'anesthésie, les complications de l'anesthésie, qui sont pas très importantes, je dirais, les complications de la chirurgie, et qu'est-ce qui va se rajouter? Il y a aussi les problèmes liés à la chimiothérapie, puisqu'on va utiliser des agents cytotoxiques. Donc, lié au terrain, c'est vraiment là où il faut faire une bonne sélection des malades. Et l'anesthésiste doit faire la sélection. Donc, voyons un petit peu l'âge, les antécédents du patient, les médicaments, parce qu'il y a beaucoup de médicaments qui vont interagir avec la chimiothérapie, avec l'état d'inflammation qu'entraîne cette chimiothérapie intrapéritonéale. Les conséquences de la carcinose, vous savez, un patient qui a une carcinose, il sera dénutri, il sera déshydraté, donc les conséquences pour la chirurgie seront importantes. Le risque hémorragique, l'immunosuppression de ce patient cancéreux, et bien sûr, généralement, puisqu'ils ont des troubles de la vidange gastrique, on peut les considérer comme estomac plein pour la prise en charge anesthésique. Ce qui est lié à l'anesthésie, en général, la seule technique qui est décrit, donc c'est l'anesthésie générale. Bien sûr, pour l'instant, on ne fait pas de cytoréduction, plus de chimiothérapie sous ALR. C'est une anesthésie balancée avec de l'anesthésie générale. En plus,
on réajoute l'anesthésie loco-régionale, l'analgésie péridurale pour l'analgésie et pour les parles morphiniques. Bien sûr, nos drogues vont interagir, vont entraîner des effets, que ce soit les hypnotiques, que ce soit les morphiniques, les curares, ils vont avoir des conséquences hémodynamiques, ils vont avoir un effet sur la thermorégulation et il va falloir gérer un petit peu tous ces médicaments pour avoir le moins d'effets, et bien sûr la péridurale qui a aussi des effets hémodynamiques. Concernant la chirurgie, donc la chirurgie de cytoréduction est une chirurgie qui est vraiment agressive, c'est une chirurgie majeure, d'accord, avec généralement des incisions xiphopubiennes. Donc on voit déjà qu'il y a des conséquences, et on peut avoir des complications respiratoires, d'accord. Certains ont décrit un petit peu de la celluliochirurgie avec de la chip à ventre fermé, mais il n'y a que certaines équipes qui font ça, mais les cas les plus décrits, c'est vraiment une cytoréduction à ciel ouvert avec une chip à ciel ouvert. Bien sûr, c'est comme si on brûlait, c'est vraiment une brûlure très étendue, puisqu'il y a des résections multiples, étendues, des omontectomies, appendicectomie, cholecystectomie de principe. On peut être amené à enlever des parties du diaphragme pour enlever tout ce qui est macroscopique. Donc tout cela, il faut en tenir compte parce que ça peut avoir des conséquences un petit peu sur la prise en charge de notre patient. Bien sûr, après avoir fait notre chirurgie, c'est l'étape de la chimiothérapie. Pourquoi on fait de la chimiothérapie hyperthermique intrapéritonéale? C'est pour pouvoir, je dirais, remplacer la chimiothérapie de manière systémique, pour pouvoir donner plus de chimiothérapie, pour avoir des concentrations beaucoup plus élevées au niveau à proximité de la cellule péritonéale et pour avoir plus d'effets. Et bien sûr, en mettant cette chimiothérapie en intrapéritonéale, on a moins d'effets systémiques et donc moins d'effets toxiques. Et l'hyperthermie dans tout ça, l'hyperthermie, elle a un effet surtout synergique et un effet cytotoxique, donc ça va faciliter un petit peu la destruction de cette cellule cancéreuse. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la cytoréduction plus chip, c'est des interventions qui sont très longues, ça a été dit tout à l'heure, c'est des interventions qui peuvent arriver jusqu'à 12 heures, d'accord, agressives, avec l'inflammation, avec des variations hémodynamiques et hydroélectrolytiques importantes, ils peuvent avoir des lésions hémorragiques. Donc tout ça, il faut en tenir compte avant de prendre en charge notre patient. La chimiothérapie, bon, je ne vais pas en parler, mais malgré le fait qu'on donne de la chimiothérapie en intrapéritonéale, il peut y avoir une absorption systémique et donc il faut connaître un petit peu tout ce qui est toxicité systémique de nos chimiothérapies, notamment l'effet néphrotoxique qui va se rajouter un petit peu à l'état général de notre patient, aux médications que prend le patient et surtout les variations hémodynamiques liées aux variations hydroélectrolytiques qui peuvent aggraver la fonction rénale et qui peuvent être responsables de morbidités importantes. La moelle, quand on a la moelle est touchée par la chimiothérapie, il faut craindre la thrombopénie et les risques hémorragiques. Et bien sûr, le cœur qui est au centre, c'est vraiment l'état hémodynamique qui va compter. Donc, comment se fait la prise en charge? Tout d'abord, comme on l'a dit, c'est vraiment l'étape la plus importante, c'est sélectionner les patients. Parce que si on fait n'importe quoi, on va se retrouver rapidement avec des résultats qui ne sont pas bons. Et quand on commence un petit peu, ce que je souhaite un petit peu pour nos structures, c'est qu'il y ait vraiment de la réussite et il faut vraiment sélectionner les bons patients pour avoir de bons résultats. D'accord? Donc, quels patients doivent bénéficier de cette chirurgie de cytoréduction? Ça a été dit, ça va peut-être être dit tout à l'heure, c'est surtout le cancer colorectal, d'accord? Les cancers primitifs du péritoine et maintenant, il y a de plus en plus d'extensions vers le cancer ovarien et le cancer gastrique. Ça, j'y passe parce que ce n'est pas vraiment notre boulot autant qu'anesthésiste, d'accord? Chirurgicalement parlant, quels patients peuvent bénéficier de la chip? Ça a été dit tout à l'heure, c'est vraiment, il faut faire une sélection et il faut vraiment voir, pour pouvoir sélectionner les patients, il faut faire une cartographie un petit peu de tout ce qui est lésions avant de commencer. Bien sûr, en préopératoire, c'est surtout la radiologie. Soit, je pense que la TDM injectée, c'est le gold standard, bien sûr, à condition qu'elle soit faite avec les bonnes étapes. Bien sûr, l'IRM peut apporter un plus et le PET scan, mais c'est surtout la TDM, les marqueurs tumoraux. Mais l'étape la plus importante qui permet vraiment la meilleure analyse, c'est vraiment la celluliochirurgie. Bien sûr, les patients qui ont des métastases un petit peu partout, c'est des patients qu'on ne va pas sélectionner pour la chip. Le péritonéal surface d'ici, ça a été dit. Maintenant, notre boulot autant qu'anesthésiste. J'y arrive enfin. Alors, quels sont les patients qui sont anesthésiables? Ça, c'est les phrases que nous disent un petit peu nos amis chirurgiens. Est-ce qu'ils sont anesthésiables? Enfin, qu'est-ce qui se cache derrière cette phrase? C'est quelle est l'évaluation du risque? Donc, pour évaluer le risque, il faut d'abord faire une consultation pré-anesthésique, idéalement 10 à 15 jours avant l'intervention. Pourquoi? Parce que si c'est trop tôt,
ben, ça ne va pas nous laisser le temps de préparer le patient, d'autant plus que c'est des patients qui sont lourds, pour une chirurgie lourde, donc il faut avoir le temps de les préparer, que ce soit sur le plan médical, mais aussi sur le plan psychologique, d'accord? Et il ne faut pas que ça dépasse, que ça soit trop long, parce qu'un patient avec une carcinose péritonéale, comme vous le savez, il change vraiment de physiologie, plus le temps passe et plus leur physionomie change. Et on le voit, des patients, par exemple des néos de l'ovaire, quand on les voit un mois avant, ben, les patients qu'on a vus il y a un mois ne sont plus les patients qu'on a devant soi le jour de l'intervention. Donc, cette CPA est importante parce qu'elle va nous permettre d'évaluer le risque chirurgical, laisser le patient un délai de réflexion pour cette chirurgie qui est majeure. Il n'y a pas de bilan systématique, mais généralement dans le cadre de cancer, et surtout un cancer aussi avancé, on demande quand même une NFS pour avoir un taux d'hémoglobine, voir un petit peu les blancs, l'état nutritionnel, ionogramme, la fonction rénale, la buminémie pour pouvoir juger de l'état nutritionnel, un groupage, la CRAS et un ECG. Bien sûr, l'étape importante, c'est l'état général. Vous connaissez tous les scores d'OMS, Karnofsky, les COG. Bien sûr, on ne va pas faire une cytoréduction et une CHIP chez un patient qui est OMS 4-3. Les limites, généralement, c'est 0, 1, 2. Au-delà, on évite parce que c'est des malades trop lourds qui ne pourront pas supporter une telle chirurgie. Pour ce qui est de l'évaluation nutritionnelle, vous connaissez les groupes, les grades nutritionnels. Généralement, les patients qui bénéficient de la CHIP, vu leur état nutritionnel, ils sont à un grade 4, ce qui n'est pas très bon. Donc, avec notre immunothérapie, notre prise en charge nutritionnelle, on va essayer de les ramener à un groupe 2 pour qu'ils puissent supporter un petit peu cette chirurgie. L'évaluation du risque cardiovasculaire, étape importante. On commence par la clinique. D'accord? Donc, c'est les équivalents métaboliques. Un patient qui est bien assis chez lui, tranquille, on dit quand il fait aucun effort, c'est un équivalent métabolique. Donc, pour pouvoir supporter une chirurgie aussi importante, il faut qu'il y ait au moins 4 équivalents métaboliques. C'est-à-dire, c'est une femme qui fait un petit peu, qui marche, qui monte de 2 étages, qui fait un petit peu tout ce qui est ménager et au-delà. Donc, c'est-à-dire qu'il a une bonne capacité fonctionnelle qui peut faire face à une chirurgie aussi longue et aussi importante. Bien sûr, on va s'aider aussi des scores. Tout le monde aime les scores parce que ça nous facilite un petit peu la tâche. Mais comme ça a été dit tout à l'heure, des fois, ce qui pose problème, c'est vraiment le patient qui a juste un point au-dessus du cut-off qui nous pose problème. Donc le score de Lee, c'est pour classer un petit peu les patients qui ne sont pas vasculaires des patients vasculaires. On parle d'un patient vasculaire qui a un score de Lee supérieur ou égal à 2. Alors on voit dans ce score que déjà une chirurgie à haut risque, c'est 1. Donc c'est-à-dire qu'au-delà de 1, c'est un patient qui est vasculaire, donc qui risque de ne pas être sélectionné pour subir une cytoréduction et une chirurgie. Le bilan, on demande systématiquement un ECG, d'accord? L'écho-cœur, on peut le demander. Maintenant, tout ce qui est écho de stress et coro, c'est-à-dire que si on arrive au stade de demander un écho de stress et de coro, c'est que directement le patient n'est pas éligible et qu'il a vraiment des tares cardiovasculaires tels qu'il ne va pas bénéficier de cette chirurgie. L'évaluation du risque respiratoire, c'est très important. On a une chirurgie de longue durée, on a une incision xiphopubienne chez un patient qui a un cancer, qui est dénutri, il est vraiment à haut risque de complications respiratoires post-opératoires. Donc il faut vraiment sélectionner des patients qui risquent de nous faire des complications respiratoires. Et on voit sur cette étude déjà qu'une albuminémie à 35, une chirurgie de 3 heures, une chirurgie abdominale, une anesthésie générale, déjà tout ça c'est des critères de complications, prédictifs de complications respiratoires post-opératoires. En plus du tabac, de l'obésité. Donc déjà, on est mal barré, donc il ne faudrait pas rajouter d'autres facteurs de risque. Donc il va vraiment bien sélectionner nos patients et les préparer en préopératoire. Pour finir, nous, anesthésistes, on aime bien la classification ASA. Donc, quand on fait notre conclusion, c'est classification ASA qui nous donne un petit peu un résumé. Si un patient a une tare qui est bien équilibrée, une tare qui est déséquilibrée, ou l'état du patient qui est à un stade très avancé. Donc, pour nous, déjà, ce qui a été dit tout à l'heure, c'est qu'un âge supérieur à 70, on ne va pas trop s'aventurer, d'accord? Bien sûr, si c'est un patient de 72 ans, 13 ans, qui est bien autonome, qui est bien sur le plan nutritionnel, on pourra discuter, mais on se donne cut-off l'âge de 70 ans. La classification ASA, donc moins de 2, c'est-à-dire classe 1, classe 2, c'est-à-dire classe 1, c'est quelqu'un qui est normal, qui n'a pas de pathologie ou une altération du grande fonction. 2, c'est une altération du grande fonction, mais qui est bien équilibrée. Foie, cœur. Cœur, poumon et foie entre guillemets. Le score de Lee inférieur ou égal à E et bien sûr un état général OMS inférieur ou égal à 2. Donc, on a sélectionné notre patient. Le patient doit bénéficier d'une cytoréduction et d'une CHIP. Bien sûr, il faut le préparer.
Comme on l'a dit tout à l'heure, l'état nutritionnel est très 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 important. Donc une préparation nutritionnelle, une immunonutrition, au moins 10 jours avant l'intervention s'impose, surtout pour nos malades qui sont dénutris, parce qu'il faut vraiment leur donner le maximum de chances pour pouvoir déjà résister à l'intervention et surtout au post-opératoire et notamment les complications respiratoires, tout ce qui est cicatrisation qui est déjà altéré par la chimiothérapie et l'hyperthermie. Donc il faut donner le maximum de chances, le maximum d'outils, le maximum de briques aux patients pour qu'ils puissent faire face à la chirurgie. Une kinésithérapie pour éviter les complications respiratoires post-opératoires, bien sûr des programmes d'autokinésie pour qu'ils déjà en post-opératoire il puisse faire sa toux, sa kiné respiratoire, une spirométrie incitative. Bien sûr, l'éviction du tabac sont importants avant l'intervention. L'adaptation des traitements, il y a des traitements qu'il faudra arrêter, je dirais, systématiquement parce qu'ils entravent un petit peu, ils pourraient interférer avec l'intervention de longue durée et notamment les variations hémodynamiques et hydroélectrolytiques pendant l'intervention. Je parle bien sûr des antihypertenseurs, les IEC, les ARA2, les diurétiques. Donc ceux-là, il faudra les arrêter 48 heures avant l'intervention. Pour les antidiabétiques oraux, notamment les biguanides, il y a le risque d'acidose lactique des biguanides qui va se rajouter au risque d'acidose lactique qu'on voit avec l'hyperthermie et la chimiothérapie. Donc il va falloir les arrêter 48 heures avant et instaurer par exemple une surveillance dextro avec de l'insulinothérapie. Tout ce qui est antithrombotique, là par contre c'est une discussion entre l'anesthésiste, le chirurgien, le cardiologue éventuellement qui a prescrit, par exemple un patient coronarien mais qui est stable, il va falloir discuter déjà est-ce qu'on va faire la CHIP, la cytoréduction, et s'il va falloir bénéficier, est-ce qu'on va arrêter les antiagrégants, c'est une discussion qui doit être collégiale avant d'arrêter cette thérapeutique. Donc pour les autres traitements, on peut les arrêter, c'est consensuel. Pour les antithrombotiques, c'est vraiment au cas par cas, et par exemple pour les anticoagulants, il faudra les arrêter et faire un relais, mais là aussi c'est en fonction de l'indication de ces anticoagulants. Par exemple, une FA, on peut arrêter avant 5 jours et faire un relais. Pour les nouveaux anticoagulants, il va falloir les arrêter 3 jours sans relais avant l'intervention. Donc c'est vraiment une discussion au cas par cas. Donc pour la prise en charge périopératoire, bien sûr c'est une anesthésie générale avec tous les drogues peuvent être utilisées, il n'y a pas de problème. Bien sûr, pour pouvoir bien utiliser un petit peu les hypnotiques et éviter les effets délétères des hypnotiques, notamment hémodynamiques, il vaut mieux avoir donc un monitorage de la profondeur d'anesthésie. D'accord ? Pour ce qui est de l'analgésie, on va utiliser l'analgésie péridurale et là aussi monitorer. Maintenant, il y a des moniteurs de la profondeur de nociception tels que l'analgésie nociception index qui va nous permettre de donner vraiment la bonne dose d'analgésique pour le patient périopératoire pour éviter déjà les problèmes liés à la morphine, les complications, nausées, vomissements, etc. Et notamment l'hyperalgésie post-opératoire. La curarisation est indispensable et surtout au moment où il y a le bain de chimiothérapie qui est en cours, bien sûr la curarisation doit être optimale parce que si le patient pousse, il risque d'y avoir de projections et ça c'est mauvais pour le personnel soignant. Prévention de l'hyperalgésie, on donne de la lidocaïne, kétamine IV. L'analgésie péridurale, c'est vraiment le gold standard parce que ça permet d'avoir une bonne analgésie et surtout post-opératoire. Ça prévient l'hyperalgésie, diminue le risque de complications respiratoires post-opératoires, diminue la durée de l'iléus, diminue le risque de thromboembolique, risque d'hyperalgésie et en plus permet l'épargne morphinique. Nous qui craignons, surtout en milieu chirurgical, les morphiniques et leur effet délétère et surtout qu'il y a de plus en plus d'écrits qui parlent un petit peu de la morphine et la récurrence du cancer, l'effet sur l'immunité et que ça pourrait avoir un effet sur l'évolution du cancer. Donc, l'analgésie péridurale, c'est safe, ça peut être utilisé. Bien sûr, il va falloir monitorer, puisqu'on utilise la chimiothérapie qui peut être toxique sur la moelle, monitorer les plaquettes, parce que si on a une thrombopénie, on peut avoir un hématome périmédulaire, sachant que jusque-là, aucun cas d'hématome périmédulaire n'a été décrit après CHIP. Le monitorage, il va falloir monitorer l'hémodynamique, surtout que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une chirurgie avec de grandes variations hémodynamiques, notamment parce que c'est une anesthésie de longue durée, avec beaucoup de modifications hydroélectrolytiques, l'inflammation du péritoine, un saignement qui est possible. Tout ça va augmenter le risque rénal et surtout, le monitorage adéquat va aussi éviter l'hyperhydratation. Je sais que vous, chirurgiens, vous vous plaignez un petit peu trop des anesthésistes qui passent beaucoup de flotte et que vous vous retrouvez avec des anses qui sont gonflées. Oui,
Mais pour pouvoir donner la bonne quantité d'eau qu'il faut, il faut un monitorage adéquat. Donc c'est pour ça que généralement, en plus du monitorage standard, on utilise un monitorage invasif, notamment la pression artérielle invasive, échodoppler œsophagien, PICO. On fait des gazométries itératives pour avoir un pH, base excès lactate et surtout monitorer la diurèse. Les objectifs, bien sûr, c'est avoir une tension qui varie de 20% par rapport à la tension habituelle et avoir une diurèse de 0,5 cc kHz pendant la phase de cytoréduction, 2 cc kHz pendant la chimiothérapie et 1 cc kg par la phase de préparation. L'installation, c'est des patients fragiles qui sont là pour une longue durée. Donc vraiment, il faut une installation soigneuse, la salle qui doit être chauffée, de voie veineuse de bon calibre, une voie veineuse centrale et faire attention au point de compression pour ne pas avoir un effet garrot. La ventilation protectrice. Il y a beaucoup d'écrits là-dessus, comme quoi il faut ventiler avec un volume courant bas, une PEP et des manœuvres de recrutement. Ça permet de diminuer les complications respiratoires post-opératoires. Les apports hydroélectrolytiques qui peuvent aller jusqu'à 10 cc kHz. D'accord, comme vous l'avez vu, il y a vraiment beaucoup de pertes liquidiennes. Et en plus, il y a une hyperglycémie qui va s'installer avec cette chimiothérapie et va aggraver cette perte liquidienne. Donc, par rapport à une chirurgie normale, les apports liquidiens sont beaucoup plus importants, qui peuvent arriver jusqu'à 10 cc kg. La prise en charge thermique, pour l'arrivée, donc avant de commencer notre chimiothérapie intrapéritonéale, il faut que le patient soit environ à 36 degrés. Pourquoi? Parce que quand on va mettre en place le bain à 42 degrés, le patient va chauffer un peu. D'accord? Mais s'il chauffe, il ne doit pas dépasser 39 degrés, parce que s'il arrive à 39 degrés, on peut avoir des problèmes. Si le patient est au-delà de 36, il va probablement dépasser 39 et c'est mauvais. Et au cas contrario, s'il est inférieur à 35 degrés, on peut avoir un choc thermique et avoir des problèmes hémodynamiques. Donc c'est pour ça qu'il est important de viser 36 degrés la température du patient pour que quand on installe le bain, il n'y ait pas de problème lié à cela. Bien sûr que le risque cytotoxique pour le personnel soignant doit être protégé avec des surchaussures, surblouses, des gants, des lunettes. Bien sûr, diminuer au moment où on fait la chimiothérapie, diminuer le nombre de présents au sein de la salle. Si une personne est inutile, ça ne sert à rien qu'elle reste au sein de la salle, c'est juste un risque supplémentaire et que chacun doit connaître vraiment son rôle. D'accord? Il n'est pas question d'innover à chaque fois, moi je vais faire ça, moi je vais faire ça. Chacun connaît son rôle pour éviter les accidents et éviter un petit peu le contact avec ces agents cytotoxiques. Les complications péropératoires, hypovolémie, hémorragie, une ischémie myocardique, une hyperthermie, si ça survient, on peut être amené à diminuer la température du liquide de chip. On peut avoir une hyperglycémie, une insuffisance rénale aiguë, surtout quand on fait une chip à ventre fermé, parce qu'il y a un risque de compression et de syndrome de compartiment abdominal. Maintenant, est-ce que le chirurgien a fait son travail, on doit réveiller le patient. Est-ce qu'on doit obligatoirement emmener notre patient en réa? Pas systématiquement, mais tous les écrits montrent que la majorité des patients passent en réanimation. Pourquoi? Parce qu'on a une morbimortalité qui est élevée, les soins post-opératoires sont lourds, une réhydratation, monitorage, alimentation parentérale. Bien sûr, ça sera surtout pour les patients les plus fragiles, mais peut-être que nous, dans notre contexte, peut-être que dans un début, tous nos patients vont passer en réanimation. Il va falloir donc prévoir une place en réanimation pour nos malades qui vont bénéficier de cette chirurgie. Pour ce qui est de la prise en charge post-opératoire, bien sûr, il y a l'analgésie, prévention de l'ulcère du stress, prévention de la maladie thromboembolique. Les soins respiratoires, c'est très important parce que ça peut être garant du succès de la chirurgie. D'accord? Surveillance hémodynamique, la température, glycémie, les drains, la biologie, de manière répétée des fois par jour. Et n'oublions pas le support psychologique de nos patients. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un patient qui subit une cytoréduction avec une chip, il commence à s'alimenter, à être un petit peu autonome à 7 jours. Donc, ce qui prouve que vraiment, il faut vraiment débuter une alimentation parentérale précocement pour ne pas que le patient fasse une dénutrition et faire des complications post-opératoires. Des complications post-opératoires, elles sont surtout chirurgicales. Il y en a beaucoup qui sont chirurgicales. Donc, ça peut être des hémorragies, des fistules, des péritonites par des unions astomotiques, par perforation. Non chirurgicales, c'est des complications respiratoires post-opératoires essentiellement, les insuffisances rénales, thrombopénie liée à la toxicité essentiellement de la chimiothérapie, les infections et cardiovasculaires. Donc, en conclusion, pour finir mon propos, pour réussir cette aventure, il faut vraiment une collaboration multidisciplinaire. Chirurgien, anesthésiste, oncologue, c'est primordial. Il faut vraiment des équipes entraînées, d'accord, et
Pour nous anesthésistes, ce qui est important, c'est le choix, mais surtout le maintien d'une normovolémie pour que vous puissiez travailler dans de bonnes conditions et surtout, le bon choix du patient. Donc, the right surgery to the right patient. Et merci.